Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste, consultante et cofondatrice de VetoJob. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre confrère François Rabas. Bonjour François, bienvenue sur Veto Micro. Bonjour Marine. Alors François, tu es sorti de l'école d'Alfort en 78. Je vais pas détailler tout ton CV parce que ce serait très long et on aura le temps d'en discuter, mais tu te définis comme un touche-à-tout puisque tu as été tour à tour praticien canin, informaticien, consultant, entrepreneur et aujourd'hui tu es dans l'expertise vétérinaire en apiculture. Donc tu as été vétérinaire au sens praticien du terme pendant une douzaine d'années à peu près. Et ensuite, tu as quitté la profession pendant presque 20 ans avant d'y revenir récemment, il y a à peu près 2 ans, si j'ai bien compris, en tant que vétérinaire apicole. C'est ça. Alors, il y a 2 choses que j'ai bien aimées en préparant cette interview et en explorant ton profil LinkedIn. C'est que tu te décris comme entrepreneur du vivant et j'ai trouvé vraiment la formule parlante et jolie. Et tu dis que tu es toujours partant pour contribuer à une initiative d'utilité sociale. Évidemment, tout ça m'a donné très envie d'en savoir plus. Donc, si tu es prêt, je te propose qu'on commence cette interview. Je t'en prie. Alors la première question qui est assez classique, c'est pourquoi tu t'es orienté vers des études vétérinaires ? Alors, moi j'ai été élevé en banlieue parisienne, je suis un enfant de la classe moyenne, avec des parents qui valorisaient pas mal les études. Il n'y avait ni médecin ni vétérinaire dans la filiation, mais mes souches paysannes remontent à 3 générations, donc j'ai toujours été intéressé par le vivant, SVT quand c'était au lycée et autres, et donc j'ai été bon élève, un peu insolent, mais ça passait quand même. Et au moment de faire des choix, c'est-à-dire en terminale, en fait, je me suis posé la question, en fait, entre agro et véto, mais c'était vraiment un intérêt purement intellectuel, en fait, puisque j'avais aucune idée de ce que c'était que le métier de véto, comme 80% d'entre nous. Je me doutais bien que c'était pas passer sa journée à caresser des chatons, mais je savais pas. Enfin, en gros, je savais pas. J'ai choisi véto plutôt qu'agro parce donc là, on parle vraiment en prépa, puisque finalement, les 2 prépas n'étaient pas encore regroupés, donc il fallait que tu choisisses entre les 2. C'était une époque, il y a très, très, très longtemps, où effectivement, il y avait 2 prépas. Donc, j'ai choisi véto parce que ça me semblait, je me rappelle très bien, à l'époque, ça me semblait les études scientifiques en bio les plus complètes et les plus appliquées. Donc, tu vois, c'est vraiment un choix purement intellectuel, en fait. Mais je veux bien qu'on fasse un petit arrêt justement sur cette partie études, parce que c'est un peu intéressant de voir comment le cursus vétérinaire a évolué, comment il était avant, comment il est aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous planter un peu le décor de l'école d'Alfort ? Donc on est à la fin des années 70, je sais pas, sur comment se déroulent les cours, de comment sont constitués les promos, comment se passe l'intégration. Voilà. Est-ce que tu peux nous planter le décor ? Alors en fait, t'arrives en première année, bon, bisutage, machin, mais soft, bon, je pourrais me faire bisuter, donc je suis passé à travers. Et puis, donc on avait TP le matin, cours l'après-midi, les TP étaient obligatoires et contrôlés, les cours étaient obligatoires mais pas contrôlés, donc pas obligatoires en fait. Et bon, à l'époque, il n'y avait pas de numérique, choses comme ça. Donc, il y avait des Ronéo, par exemple, où vous preniez des notes forcément. Absolument. Donc, effectivement, les dilettantes, alors en fonction des cours, c'était entre 50% et 80% des gens qui étaient pas là l'après-midi. Hein. C'était une tolérance, c'était assez curieux. Donc, le jeu consistait à récupérer les cours qui n'étaient pas reprographiés, en fait. Hein. Donc il fallait être gentil avec les meilleurs élèves qui écrivaient le mieux, puis faire tourner la photocopieuse en mai avant les examens, quoi. Donc c'était ça. Et puis les TP le matin, alors en fait, première année, t'arrives, t'as TP d'anat, donc tu mets ta blouse marron toute neuve et tes bottes, et puis tu te retrouves en amphi d'anat
Donc à faire tes premières dissections, et là tu te dis qu'est-ce que je fous là et tout. Enfin, mais bon, puis après ça se régule. Que dire de cette formation? Moi, je te dis, j'ai vraiment bien aimé la formation, ça m'a vraiment intéressé. Et combien d'années de théorie par rapport à la pratique avant que vous soyez dans les hôpitaux? Alors en fait, on était donc les 2 premières années, donc 4 ans. Les 2 premières années, c'était théorique avec les matières de fond en fait, et on entrait en clinique en 3e année. On avait un père de clinique qui était le 4e année qui nous coachait, et donc c'était les 2 dernières années où on tournait en clinique, en médecine, en pathologie de la reproduction. On faisait pas tellement de bovines. À l'époque, l'école d'Alfort avait une antenne dans Lyon, dans une ferme qui s'appelait Champignol. Ça a été vendu, mais j'ai connu Champignol aussi. Voilà. Ouais. Mais bon, voilà, les cliniques c'était essentiellement canine. En revanche, à part le cursus, moi ce qui m'a sauvé, en fait, moi j'ai perdu mes parents en prépa, donc j'ai dû en fait financer mes études, et j'ai pu le faire parce que à l'époque la prophylaxie, dès la première année on faisait de la prophylaxie, et ça permettait moi ça m'a permis de faire des études que j'aurais pas fait sinon, parce que je me suis retrouvé devoir m'auto-financer, donc quelque part je suis reconnaissant à la profession effectivement et à la République en fait de m'avoir permis de faire ce cursus-là et de me l'auto-financer, quoi, puisque dès la première année tu faisais de la prophylaxie, dès la 3e année tu faisais des aides, des remplats, enfin c'était de ce point de vue-là, c'était. Donc t'étais issu d'une famille modeste, c'est ce que tu disais, et tu as dû complètement financer tes études de par le décès de tes parents. Donc pendant ces 4 années, tu as dû ça t'a permis de travailler à côté. Voilà, ce qui est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Oui. Ah bah j'imagine, ouais. Avec la carte verte, voilà. Ça s'appelle plus donc la carte c'était verte. mais c'était institutionnel, on traversait la rue, on allait chez un vieux généraliste qui était à Maison-Alfort, qui était à côté du Beffroi là et tout, qui ne faisait, son fonds de commerce, c'était de faire des certificats d'arrêt de complaisance, quoi. Donc c'était assez curieux. Tu sonnais, tu rentrais dans sa salle d'attente, tu voyais arriver un vieux mec en pantoufles, il te regardait, il voyait que tu étais un étudiant veto, il te faisait même pas asseoir, hein. Il te disait c'est pour quand, et puis tu repartais avec ton truc. Donc ça c'était un arrêt pour pouvoir aller bosser à côté. En fait, la prophylaxie, tu faisais une semaine, tu partais une semaine, et puis ça me permettait de vivre quelques mois, quoi. Donc c'était franchement bon. Mais il y avait une espèce de tolérance. Enfin, c'était connu, quoi. C'était comme ça. Il y a eu à l'époque, on a eu un directeur qui s'appelait Monsieur Pilet, qui était prof de microbio, et qui a voulu durcir un peu, c'est-à-dire, je crois, rendre les cours de l'après-midi obligatoires, ou à l'issue de 3 absences, il voulait réduire un peu le principe. Bon, c'est une levée de bouclier. Voilà. Bon, à l'époque, non, c'était assez cool. Effectivement, il y a quelques camarades qui ont fait leur scolarité sans aller beaucoup en cours. J'ai le même vécu, je suis sortie d'Alfort en 2011, et ce que tu racontes finalement n'est pas très différent de ce que j'ai connu. Moi j'ai connu juste la fin des hôpitaux, et après on est allé au CHUVA, mais donc j'ai connu finalement l'ancien avec un parrain de clinique, etc. Donc finalement pas tant de différence que ça, tu vois. Bon, par contre il n'y avait pas le médecin à côté du Beffroi qui nous délivrait des arrêts, ça c'était plus compliqué. J'en profite pour rendre un hommage à mon père de clinique, qui était un confrère qui s'appelait Alain Ribas, qui s'est fait tuer dans son cabinet en 2015, je crois. Un fou, qui s'est fait tuer par un fou, qui avait décidé que le chien de sa mère c'était Satan, qui allait chercher sa mère au cabinet. Alain s'est interposé et il s'est pris un coup de couteau, il est mort. Donc, et c'était vraiment un mec super, qui avait une certaine maturité, parce il était un peu plus vieux que nous. Je sais pas, il avait commencé à bosser, puis après il s'était dit je vais faire veto, donc il était revenu en prépa. Il avait vraiment du mérite, donc il avait 5-6 ans de plus que nous, donc c'était notre grand frère. Et c'était vraiment un mec super, dévoué et tout. Et je rends hommage à ce garçon, et donc à sa femme, à sa fille, comme quoi ça peut arriver. Oui, tout à fait, oui. Puis on en parle de plus en plus là, des agressions auprès des vétérinaires. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit une incivilité, c'était vraiment un taré. Oui, c'était vraiment. C'est un taré qui a été jugé, irresponsable. Irresponsable, oui. Bon, c'était mon père de clinique. Et du coup, justement, je rebondis sur ça. Tu as gardé de l'école des relations profondes avec des gens?
Alors, un certain nombre de copains, puisque effectivement en 4 ans on fait pas mal de choses, on a des bons copains. Bon, j'en vois quelques-uns, certains sont morts. J'ai pas, en fait, c'est les gens avec qui je bosse dans le milieu vétérinaire actuellement sont pas forcément des gens avec qui j'ai fait ma scolarité, quoi, parce qu'ils sont pas tous en bon état et ils sont retraités et puis ils ont pas forcément envie de bosser, quoi. Voilà. Mais en résumé, moi j'ai vraiment bien aimé ces études-là. Bon, quand on fait des études, on a envie que ça soit fini puis de passer à l'acte, hein. Enfin, je sais pas toi. Mais... J'ai juste une dernière question là-dessus qui me vient. C'est, vous étiez combien en proportion d'hommes et de femmes dans ta promotion? Alors, à l'époque, il y avait entre 5 et 10% de filles, alors que maintenant c'est 80%. Très petit. Ouais. Oui, d'accord. Okay. Okay. Non, ça s'est inversé. Et alors, c'est amusant parce que moi, je suis sorti de la profession, on va en dire un mot là, complètement pendant 20 ans. Et quand j'y suis revenu, c'était avant-après, quoi. C'était vraiment très curieux, quoi. Oui, on va en parler effectivement de cette pause que tu as fait. Il y a un changement radical. Ok, on peut passer à la suite. Comment tu arrives dans la vie active? Donc, tu finis tes études à Alfort. Comment se passe ton arrivée dans la vie active? Quel type de poste tu vas rechercher? Comment tu te projettes dans ton avenir de vétérinaire? Alors, à l'époque, j'avais une théorie. Enfin, j'ai des théories surtout. À l'époque, j'ai pendant 4-5 ans, j'ai suivi ma sortie de l'école, donc j'ai bossé parce qu'il faut bosser. Mais j'avais une solide philosophie de dilettante. Je fais pas beaucoup de frais à l'époque, donc j'ai pas mal voyagé. J'avais fait un peu le backpacker. Oui, tu m'as mis que tu as fait quelques années de dilettantisme voyageur. Voilà. Et je revenais bosser, je partais me balader, ainsi de suite. Donc tu te baladais où? En Amérique du Sud, en Asie, j'ai fait un peu de... Donc des remplats qui te permettaient de financer ces voyages-là. D'accord, ok. Déjà. Et en vivant de peu et tout, mais je vais pas non plus à l'époque, t'as pas d'enfants, t'as pas les traites du pavillon et tout, donc ça va bien. Et j'ai fait ça un certain nombre d'années, j'ai un peu tâté de tout, j'aurais bien fait de la recherche, mais je me suis dit qu'effectivement c'était une espèce de précarité organisée, des post-doc avec des contrats qui sont reconduits une semaine avant la fin et tout, t'es payé au lance-pierre. Enfin, je trouvais que c'était pas cool. À l'époque, on partait pas faire de la recherche à l'étranger, ou on faisait pas d'anglais, hein, donc en prépa, il y avait pas d'anglais, c'était une autre époque. Et donc j'ai un peu tourné en rural. J'ai trouvé que le côté médecine économique me plaisait pas trop, mais ça c'est un avis personnel. Je fais de la mix, puis j'ai tourné en canine, en région parisienne. Ce qui m'interpelle dans ce que tu dis là, c'est qu'en fait, donc, t'as fait 1 an de prépa, 4 ans d'école, et finalement, tu sors en te disant, je vais aller faire des remplats en mixte, en canine. Donc, tu fais pas de formation complémentaire. C'était très peu le cas, je crois, à l'époque, les internats, etc. Les résidences n'existaient pas. Et en fait, aujourd'hui, je pense que pour les jeunes qui nous écoutent là, sur Veto Micro en ce moment, ils vont se demander, comment t'as trouvé t'es pas stressé, t'es parti directement faire des remplats, donc t'avais quoi, les clés de la clinique, où il y avait quand même eu des équipes, ça se passait comment? Ah oui, mais mes premiers remplats, je les ai faits en 4e année, donc franchement, on connaît pas grand chose, faut le dire. Tu te jettes à l'eau, en fait. Ça te faisait pas peur? T'as toujours des moments de grande solitude, mais t'en as même après 20 ans de travail, hein, donc... Non, ça pas. En fait, c'est le contact avec la réalité est quand même intéressant. Après, tu sais que tu sais pas tout, ça c'est essentiel. Après, de toute façon, c'est une consultation, c'est toujours un compromis en fonction des moyens de la personne, ce genre de choses. Donc non, ça n'a pas. T'as des moments de solitude, mais tu t'en sors bien. Hein. Non, et tu t'es retrouvé à remplacer des vétos qui bossaient seuls, donc tu étais vraiment seul dans ton remplat. Oui. Alors à l'époque, effectivement, les grosses associations, il y en avait très peu et ils se débrouillaient en fait. Grosses associations n'avaient pas tellement besoin d'aide longue durée, donc c'était plutôt des vétos, des solitaires, des solos. Donc tu te retrouvais, tu passais un jour ou deux en biseau avec le gars que tu remplaçais, et puis rouler jeunesse, tu te débrouillais. Quand tu savais, tu savais. Quand tu savais pas, tu savais pas.
pas vraiment de moment d'angoisse. Alors c'est peut-être de la prétention, je sais pas. Enfin, non, je crois que c'est très générationnel, je crois, parce que ce que tu racontes, on l'entend souvent. Parfois, juste, je me demande qu'est-ce qui a pu changer autant en si peu de temps, qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, je pense, paralyserait la plupart des étudiants sortants, qui probablement m'auraient paralysé d'ailleurs moi quand je suis sortie. J'ai du mal parfois à comprendre, voilà, ce qui a pu se passer pour qu'on perde c'est très multifactoriel. La société a changé, il y a eu Internet, voilà. Mais c'est quelque chose où je suis toujours un peu muette d'admiration quand on me raconte ce genre de choses, parce que sortir en ayant les clés de la clinique juste d'école en se disant oui, mais je vais avoir des césariennes, je vais devoir tout gérer tout seul. Aujourd'hui, ça existe quasiment plus, quoi. Ouais, mais peut-être que tu le sais dès le début, c'est peut-être ça le sujet. Hein. C'est peut-être que tu sais, t'arrives en première année de l'école, t'as des quatrième années qui te racontent en frimant leur plat dans le Charolais avec les césariennes à 4 heures du mat, donc tu te dis que tu vas y passer. Enfin, il y a peut-être un côté d'auto-préparation, je sais pas, ou d'auto-inhibition maintenant, puisqu'on te dit sans spécialité, tu n'existes pas, quoi, ce qui est sûrement pas tout à fait la réalité. Non, les grands moments de solitude, c'est peut-être des fois en chirurgie, effectivement. Tu te retrouves avec la femme de ménage qui sert assistante, et puis tu te retrouves un peu dans le caca parce que ça se passe pas comme tu veux et tout. Mais après la relation propriétaire, ça aussi c'est quelque chose. Ça peut mal se passer même après 10 ans de pratique. Mais techniquement, de toute façon, t'es veto, t'es seul au monde. T'as une bestiole en face de toi, sur ta table ou dans une étable, avec un propriétaire qui te raconte des trucs dans l'oreille qu'il faut écouter parce que c'est quand même des éléments de sémiologie, puis en même temps, faut filtrer ce qu'il te raconte. Veto, on est des analystes et on est seul au monde. On est des contrôleurs de trafic aérien. Mais c'est ça qui est sympa aussi, parce que du coup, on a des capacités. Je suis sûr que tu vas me poser une question sur comment je définirais les qualités du veto. On est des analystes, hein, avec le revers de la médaille, mais on en parlera. Mais non, sur l'angoisse de se retrouver seul dans une étable à 4 heures du matin en fin de 3e année, c'est comme ça, c'est écrit, hein, donc c'est. Enfin, tu le sais, encore une fois, tu le sais en venant. Franchement, c'est pas dramatique, hein, c'est pas dramatique. Évidemment, on fait des conneries, mais peut-être pas. C'est quand même. On en a tous fait, ça c'est vrai aussi. Il faut le dire aussi. On en a tous fait des conneries, et tout le monde en fait à un moment donné, quoi. Ouais. Et à l'époque, on référait pas tellement, hein, donc il y avait pas. Tu référais pas, madame, c'est un problème ophtalmo. Je vais vous référer au docteur Trucmuche. T'avais peut-être moins d'options. En fait, tu devais compter sur toi-même parce que t'avais moins d'options. C'était toi in fine, même si t'étais dans un cabinet où il y avait pas de radio, où il y avait une radio pourrie, tu faisais comme tu pouvais, quoi. Donc et puis d'ailleurs, les gens, alors après, c'est un autre débat, je vais pas forcément l'ouvrir là. Est-ce que les gens étaient moins exigeants? Probablement, sûrement, je sais pas, mais probablement. Les gens faisaient confiance. Enfin, moi, je me suis rarement, alors des fois, t'avais des gens qui te regardaient, surtout en rural, salut le petit gars et tout, machin, mais en fait, pas tant que ça, hein. Les gens font confiance. Enfin, moi, j'ai toujours pensé que et encore maintenant, puisque je suis revenu dans la profession, et encore maintenant, on a affaire à des gens qui sont pas commodes, qui sont pas faciles, qui t'appellent alors qu'ils ont déjà fait le diagnostic, qui savent tout. C'est évidemment pas ça. Et en fait, il y a une aura du vétérinaire. Enfin, on nous fait confiance. Donc ça, c'est quand même important. Mais non, l'angoisse du comment je vais faire. Ou alors je me rappelle plus. Et est-ce qu'il y a un moment où tu décides de poser tes valises, d'arrêter les remplats et de te poser? Ouais, donc quand j'avais un moment, j'étais en région parisienne avec mon réseau de copains que je remplaçais et tout, et donc un jour où je grognais que il méritait pas, je suis passé devant j'habitais dans le 5e à côté de Mouffetard, et puis je suis passé devant un local qui était à louer, je suis rentré, je l'ai loué, et puis j'ai créé un cabinet donc canin. Bon, avec une théorie fumeuse, peu importe, mais et je me suis installé un petit peu sur un coup de tête, et c'était une installation parisienne de circonstance que j'aurais probablement pas dû faire, mais bon, que j'ai fait. Donc j'ai créé une clientèle.
Donc j'ai démarré et en fait ça a coïncidé avec un moment où je me suis mis j'ai découvert l'informatique. En fait, la boutique que j'avais reprise, c'était un revendeur de machines Apple, mais les machines Apple première génération, il fallait les monter, sortir le fer à souder et tout. Donc quand tu crées, t'attends un peu le client, tu fais un peu de commercial, mais t'attends le client. Donc l'informatique me titillait depuis un moment. C'était le début de la micro, hein, c'était pas. Et puis je m'y suis mis en mode empirique. Parce qu'on on est à peu près dans quelle année? On est en 85. D'accord, on est en 85, okay. Donc à l'époque, t'es un Mozart de l'informatique si t'arrives à développer une petite base de données et autres. Et toi, tu t'es associé en quelle année? Alors je me suis installé. Oui, tu t'as créé, pardon. Je me suis installé en 83. D'accord, donc 83. Très peu de temps après, en fait, tu commences à avoir cette espèce de... En fait, j'ai commencé à développer des petits programmes, des choses comme ça pour rigoler avec les premiers micro-ordinateurs à ce moment-là. Ouais. Et puis, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je pressentais que c'était un sujet quand même en épidémiologie, enfin en analyse statistique. Oui, tu voyais des applications métiers en fait dans la profession. Alors évidemment, je me suis développé mon application de cabinet, ma célèbre application de cabinet que j'ai revendue à une filiale IBM en fait quelques années plus tard. Qui s'appelait comment? La boîte, alors j'ai créé une petite boîte qui s'appelait Anibio. D'accord. Donc c'était l'Anibio, le logiciel, mais donc il doit rester quelques bouts de code dans une technologie qui s'appelle AS400, mais bon, peu importe. Mais alors, tu faisais ça, donc t'étais veto. J'étais veto le jour, informaticien la nuit. Ah oui, d'accord. J'ai embauché un mec, 2 mecs, 3 mecs. Donc on a créé une boîte qui s'appelait donc Anibio, puisqu'en fait j'ai eu un sponsor. Mais c'était une autre époque aussi informatique. En fait, j'ai un mec que je faisais beaucoup rire avec mes développements, qui était un gros labo d'analyse biologique du boulevard Saint-Germain. Je me rappelle encore du gars. Et le gars, il me regardait, il était mort de rire, et il m'a commandé un logiciel. C'est mon sponsor, donc il m'a fait développer un logiciel il a financé le développement d'un logiciel qui était truffé de bugs, qui était une horreur et qui était un truc absolument extraordinaire. C'était juste un serveur de résultats d'examen Minitel, tu vois. Bon, alors je te parle néandertal là, mais et le mec ça lui a plu et du coup ça m'a mis le pied à l'étrier de la boîte, et puis on a vendu des trucs à l'assistance publique, ainsi de suite. Donc en fait, ça a fait. Et comment tu arrives à gérer en termes de temps tes deux activités avec des salariés des deux côtés? J'avais une copine qui faisait assistante, qui me remplaçait au cabinet. J'habitais juste en face du cabinet, puis j'avais des locaux au-dessus. Mais c'était infernal, donc c'était assez infernal. Et puis je faisais tout mal, grosso modo. Donc ça a duré comme ça 5 ans. Et puis j'ai arrêté parce que c'était au moment tu te dis faut faire un choix en fait. Oui, en fait c'est ma petite famille qui m'a pris un soir en me disant bon maintenant t'arrêtes, sinon ça va pas mal se passer et tout. Et ils avaient raison. Et voilà, donc à un moment tu fais des choix. Donc 5 ans après le début des aventures informatiques, j'ai revendu et le cabinet et la boîte. Oui, tu revends les deux, d'accord. Ouais, okay. Donc j'ai pris un temps pour moi. Donc j'ai refait un cursus dans une école d'ingénieur. D'accord, un master, c'est ça que j'ai vu sur ton profil. Ouais, donc une école qui à l'époque s'appelait Subtélécom Bretagne, qui s'appelle maintenant IMT Atlantique. D'accord. C'était très orienté réseau informatique, c'est ça qui m'intéressait en fait. Et à l'issue de ça, alors bon, la vente de mes cabinets et de la boîte une société d'informatique, ça vaut plus qu'un cabinet vétérinaire. Enfin, surtout à l'époque. Donc j'ai acheté une maison à Chevreuse, et puis ça m'a permis de faire mon break et tout. Et puis à l'issue de ça. Donc là, t'as à peu près quel âge pour qu'on se situe? J'avais 36 ans, ouais. Ok. 36 ans. Et puis, mais 36 ans, on a encore des neurones. Hein, c'est mon âge. Ah, bravo, tu vois. J'espère que j'ai encore des neurones. Et puis, alors là aussi, je rends hommage à alors comment j'ai pu passer de l'un à l'autre. Bon, j'ai effectivement au master à l'époque, c'était le master spécialisé. C'est pas le master 2 qu'on connaît maintenant. Ils recrutaient sur entretien. Donc, ils recrutaient surtout des écoles d'ingé généralistes qui voulaient se spécialiser. Et puis, ils prenaient des atypiques. Donc, moi, j'ai mis en avant
J'ai eu un petit piston, mais finalement c'est pas ça qu'a joué. Et donc j'avais quand même fait des trucs, j'avais développé et autres. Et puis j'avais le sacro-saint niveau bac+5 en France. Alors franchement, et tu vois, je me serais présenté avec le même parcours d'autodidacte et sans ton par diplôme, exemple un BTS informatique qui m'aurait infiniment plus qualifié qu'un doctorat vétérinaire. Hein. Non, mais en France, bac+5, t'as une espèce d'aura. Enfin, je sais plus. Et t'es pas le seul à le raconter là-dessus, que c'est une porte ouverte. Enfin, la carte veto, en fait, ça t'ouvre énormément de portes, en fait. Ça interpelle les gens en disant, waouh, mais pourquoi vous voulez changer? Alors bon, c'est éternellement, mais ça aussi, je suis sûr que tu l'as. Les gens qui sont reconvertis, ils entendent ça dans tous les dîners en ville. Mais pourquoi c'est si difficile? Pourquoi t'as arrêté? Enfin bon. Oui, je l'entends beaucoup aussi. Ouais, bien sûr. Sourire. Bien sûr. Après, t'expliques aux gens que c'est pas parce que quelque chose est difficile que t'as pas envie de faire autre chose, mais c'est comme ça. Ou alors c'est du gâchis, machin, la fille de mon voisin qui veut tellement faire ça, enfin, gna. Et chez toi, il n'y a pas de conflit interne à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, tu te dis pas, j'étais fait pour être praticien. Tu te poses des questions ou chez toi, c'est limpide à ce moment-là? Alors à ce moment-là, bon, les réponses aux gens qui te disent, mais si c'est si difficile, pourquoi vous abandonnez? Ça, c'est facile. T'expliques que voilà. J'ai vraiment sincèrement expliqué aux gens que c'était pas du dépit, que j'aimais vraiment beaucoup ce métier-là, parce qu'en fait, tout mon parcours hors profession vétérinaire, je disais à qui veut l'entendre que un jour je reviendrai vétérinaire, parce que franchement j'aime bien ce métier. Il m'a permis effectivement de faire des trucs comme je l'ai signalé tout à l'heure. Donc il y avait pas du dépit, c'était bon. Au bout d'un moment, t'en as marre d'expliquer la même chose. En revanche, j'ai pensé, après j'ai fait à l'issue du monastère, je suis parti dans une petite, co-créer une petite boîte, un petit bureau d'études avec des transfuges de France Télécom, à l'époque c'était l'époque des réseaux. Donc là, tu es consultant? Ouais, c'est ça. Alors à l'époque, c'était du consulting et de la maîtrise d'œuvre technique. C'était l'époque ce qu'on appelle les réseaux d'entreprise, mais c'était le début d'internet en fait. Hein. Mais tu te mets complètement à travailler dans ce qu'on appelle l'IT, les technologies de l'information. C'est ça, en consultant et tout, donc en reconversion, mais enfin franchement dans de bonnes conditions. Et puis petite boîte. Puis après donc je suis resté dans la première boîte. Donc c'est la première boîte que j'ai contribué, enfin que j'ai co-créée. Et puis je suis resté 5 ans, ouais. Puis après on change de boîte dans l'IT, on change de boîte tout le temps, donc petite boîte, moyenne boîte, grosse boîte. Puis j'ai fini dans. T'as fini chez Capgemini? J'ai pas fini chez Capgemini. Je suis passé 4 ans chez Capgemini où là j'ai fait de l'export et autres, mais l'international et tout. Donc mais c'est intéressant. Et puis non, j'ai fini dans un concurrent de Capgemini qui s'appelle Soprasteria, mais peu importe. Enfin c'est des grosses boîtes de services informatiques. Où franchement j'étais content de faire ça. Mais justement il y a donc une grosse différence entre ton monde vétérinaire d'avant et ce monde-là. Ouais. Alors effectivement dans ce que j'entends là, c'est qu'il y a rien à voir. Est-ce que pour autant, tu puises parfois dans ton expérience de vétérinaire certaines ressources dans ce nouveau métier? Ouais, alors bonne remarque, parce qu'en fait donc j'ai en fait pendant donc un peu quasiment 20 ans donc du métier très technique, de la maîtrise d'œuvre technique jusqu'au conseil alors j'aime pas ce mot-là mais allons-y quand même stratégique pour les entreprises, j'ai pas du tout touché, sauf à une fois, le monde vétérinaire. J'étais complètement sorti. Hein. Les clients pour lesquels je bossais, c'était les grosses boîtes, la SNCF, Total, les EDF, ce genre de choses. Alors, de quelle façon ma formation vétérinaire a pu m'aider? Donc, je te l'ai dit, on est formé, enfin, en tout cas, la formation du temps où j'ai été à l'école, on est formé, on est très analytique. On est très analytique, on va au fond des choses, on développe la démarche classique. Bon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on me raconte? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Que dit l'environnement? C'est une force dingue en fait. On a une démarche qui est que on n'y pense même plus maintenant. C'est alors
tarte à la crème journalistique, ça serait de dire que c'est notre ADN. C'est pas notre ADN, c'est nos protocoles internes. C'est la manière dont on s'est construit intellectuellement. Voilà. Donc on est analytique, on va au fond des choses, on essaie de comprendre, on veut se raccrocher à des trucs tangibles, et puis pouf, on se dit diagnostic, éventuellement au pluriel, et puis on va essayer ça, on va essayer ça. Si ça marche, c'est pas ça, si ça, ainsi de suite. On fait vraiment l'entonnoir. Donc ça, c'est utile. C'est utile quand on fait des audits en entreprise, parce que là, du coup, on se retrouve exactement dans ce sujet-là. En revanche, le revers de la médaille, c'est que qui dit analytique dit on n'est pas forcément synthétique. Alors en tant que veto, on est nul en com, franchement. Et là, mais on apprend vite. On apprend vite si on a compris qu'on est nul en com, parce que tu vois, je suis revenu dans le monde vétérinaire. Alors c'est amusant parce que quand tu sors d'un milieu complètement, un milieu que t'aimes bien, parce que moi encore une fois, je te l'ai dit puis je le redis, pendant que je faisais autre chose, j'ai toujours dit que je reviendrai probablement vétérinaire sous une forme, pas praticien classique, sous une forme alors élever des lamas ou que sais-je encore, mais je l'ai toujours dit, hein, tous mes proches me le confirment. Mais c'est marrant parce que je le dis aussi. Bah oui, parce qu'en fait, donc quand tu sors d'un secteur que malgré tout tu aimes, quand t'es sorti non pas par dépit, tout à fait, ce qui est mon cas, voilà, mais uniquement parce que t'as été aspiré par autre chose. T'as un regard assez neuf sur les forces et les faiblesses de ta formation, et puis de la pratique, et puis de tes copains, en fait, en gros. Et donc, on est très bon en analyse, on a tendance à aller au fond des choses. Alors, après, il y a des variations selon les individus, les situations, évidemment. On s'appuie sur du tangible, donc on est des scientifiques. On est à l'articulation de la science et des gens, hein. On est des passeurs de science finalement, mais des passeurs de solutions. C'est ça qui est intéressant, parce que la recherche pure, c'est sûrement intéressant, mais ça doit être frustrant. La pratique sans science, n'y pensons pas. Mais par contre, on a des défauts. Je pense qu'on est trop gentil. On est vraiment, on est un peu comme des ingénieurs, hein. Les ingénieurs, c'est un peu pareil, hein. C'est vraiment, ils sont pas forcément aussi analytiques, ils s'appuient sur des choses et ils arrivent en disant, voilà, nous, ce qu'on nous a demandé de regarder ça, voilà ce qu'on en pense, voilà notre solution. Un veto, ou un ingénieur, t'as un chef qui dit non, mais ça me va pas, tu me changes ça et tout. L'ingénieur ou le veto, il va dire non, c'est comme ça. Ok, si ça vous plaît pas, désolé, au revoir quoi. Mais il va pas insister, il va pas monter sur la table et donc on est trop gentil. Mais ça c'est mon credo. Et on est nul en com, quoi. On est vraiment, c'est normal, on nous apprend. Alors maintenant, je pense qu'on vous apprend, les jeunes, on vous apprend. Pas à mon époque. Alors, en même temps, on fait pas ça pour faire de la com. Donc, de toute façon, après, la carrière en entreprise, tu fais un master, ESSEC ou autre. Mais, voilà, il y a toute une partie qu'on développe pas, mais parce que pour l'exercice classique, c'est pas utile. Puis qu'on apprend, que moi j'ai appris sur le tas, en fait, en entreprise, parce que l'entreprise, c'est un animal étrange, hein, c'est quand même une machine à rendre des gens malheureux quand ça veut, et c'est l'entreprise, tu peux réunir des tas de gens intelligents, polytechniciens, Harvard, Bac+10, et tu les mets dans une entreprise, et il y a malgré tout des dysfonctionnements. C'est assez curieux, c'est un truc bizarre. Il y a moins ça en cabinet, même en gros cabinet. Donc voilà, est-ce que ma formation m'a servi? Certainement, mais il faudrait que je recommence sans formation pour le savoir, pour faire la preuve. Mais non, mais je rebondis là-dessus. Tu parles de cette espèce de polyvalence intellectuelle, et je pense qu'on est beaucoup à s'être reconverti et en fait à utiliser, même pas forcément consciemment, toute la construction, tout ce qu'on a appris dans nos études. Et c'est marrant parce que mon associé donc du groupe de presse qui héberge Thémavet, il me dit régulièrement qu'il aime embaucher des vétos, donc dans la presse, hein, donc c'est pas du tout dans ce pourquoi le veto est fait initialement,
parce qu'il y a un schéma de construction mentale qui est à l'épreuve de tout, en fait. Ouais. Et une réflexion qui est vraiment poussée, efficace, etc. Ouais, mais moi, je suis marié avec une femme qui a été DRH dans la pharma, dans les grosses boutiques Pfizer, Wellcome et compagnie. Elle me dit, avec les vétos, on n'avait jamais de problème. Elle me disait, les vétos, franchement, ils sont extrêmement agréables à gérer. Bah, c'est ce que me dit mon associé. Ouais. Parce qu'on fait pas, on n'aime pas faire d'esclandre. On n'aime pas gueuler, on n'aime pas monter sur la table et tout. Alors, la vie de l'entreprise, c'est quand même en partie ça. Donc bon, c'est un peu un raccourci, hein, mais et voilà. Mais en même temps, c'est ce qui fait, j'imagine, notre charme. C'est-à-dire qu'un veto, c'est fiable. Enfin bon, c'est débile de faire. Oui, c'est des grandes généralités, bien sûr, mais oui. C'est fiable quand ça dit que ça a fait, tu es à peu près sûr que ça a fait. Ça dit que ça a fait quand il a ses chiffres, qu'il a tout vérifié et tout. Enfin, c'est pas approximatif. Et puis, par contre, il ira pas si tu dis, non, je suis pas d'accord avec toi, il dira, tant pis. Mais il va pas te prendre au collet et monter sur la table, t'expliquer que t'as rien compris, quoi. C'est assez, mais c'est sympa. Donc, moi, j'aime bien, là, encore une fois, parce qu'on nous a pas appris. Et alors, je sais pas faire d'explications sur pourquoi ça nous rend, si gentil. Sur l'analyse, ça c'est assez clair. Voilà. Donc une formation de veto pure prépare pas à la vie en entreprise. Ça c'est un grand. Mais bon, là j'enfonce une porte ouverte. Et d'ailleurs, les entreprises préfèrent recruter des gens qui sont passés dans une école de commerce derrière. Hein. Mais c'est pas grave, on survit. On survit. Et toi, quand tu te présentes à tes collègues, est-ce que ils savent que t'es veto? Est-ce que, comment ça se passe? T'oublies complètement ce volet-là, là où tu travailles, ou est-ce que tout le monde sait qu'en fait, de formation, t'es veto? Dans l'entreprise, au début, j'étais tout content quand on commençait à se connaître un peu avec les clients. Ils me disaient machin. Bon, j'expliquais que je sortais d'une école d'ingénieur, puis j'expliquais que j'étais vétérinaire, mais ça, j'ai très vite arrêté. Parce que ça les perturbait. Ça les perturbait, ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas. Bon, il y en a quelques-uns que ça faisait sourire et tout, puis ceux avec lesquels j'ai gardé des liens amicaux, ça va, mais ça perturbe. Et ça perturbe plus que ça n'intéresse les gens. Donc à ce moment-là, tu mets de côté ton identité vétérinaire pendant ces années-là. Ouais. D'accord. Alors sauf j'ai fait une seule incursion dans le monde vétérinaire, c'était en 2011, où j'ai fait une série de fusions de DDPP. À l'époque, mais tu vois, c'était du conseil en réorganisation. Tu remets un pied dans le milieu, quoi. Mais c'est ma seule incursion dans le monde vétérinaire, et c'est la seule fois où ma formation de vétérinaire m'a aidé dans ma carrière de consultant, quoi. Enfin, m'a légitimé dans ma mission de consultant. Donc non, en fait, ça aurait presque été plus valorisable pour moi d'avoir un DUT informatique avant d'être passé dans une école d'ingé que d'avoir été vétérinaire. Mais c'est pas grave, tu cherches pas la reconnaissance chez les gens, donc chez les amis, mais pas chez les clients. Et finalement, à l'heure où certains prennent leur retraite, c'est un grand débat, la retraite en ce moment, puisqu'on est en plein dans les grèves et de la réforme des retraites. Toi, la retraite, non, tu te reconvertis en fait, t'entames une formation, si j'ai bien compris, pour devenir vétérinaire apicole. Est-ce que tu peux nous parler de cette démarche, de cette formation et comment tu en es arrivé là? Alors, pendant tout ce temps, donc j'ai toujours dit que je reviendrais veto. J'ai toujours, comme tu as compris, aimé ce métier. Puis j'ai toujours aimé les abeilles. J'ai toujours eu des abeilles. Je me suis toujours occupé d'abeilles. Je trouve ça franchement fascinant. C'est un sujet de recherche en plus. C'est vraiment intéressant. Et donc par intérêt, je me suis inscrit il y a un DIE, diplôme interécole, entre NVA et Oniris. Bon, en fait, c'est plutôt Oniris qui porte, qui s'appelle apiculture pathologie apicole. Donc qui existe, qui est franchement une formation exceptionnelle. Bon, c'est monté par une prof d'Oniris. C'est en combien de temps? C'est quoi les contraintes? C'est sur un an, c'est 5 semaines de formation sur l'année. Enfin pas trop de travail entre les deux. Les semaines sont assez remplies. Hein.
Donc c'est 5 jours à Nantes, à Oniris, et c'est 8h du mat, 18h, et avec que des intervenants externes. Franchement, les meilleurs spécialistes de ces différents sujets. C'est franchement une formation de super niveau. C'est unique en Europe en fait. C'est un truc, c'est un financement européen qui a été qu'on doit à une ex-enseignante d'Oniris qui s'appelle Monique Losty, qui était prof de parasito à Oniris, qui est une amie des abeilles. Elle a monté ce truc-là avec quelques passionnés et franchement, je l'ai fait pour ma culture et j'ai pris un plaisir féroce. J'ai rencontré des gens, notamment dans les intervenants, donc des vétos apicoles qui pratiquent, qui m'ont donné envie de le faire, parce qu'il y a une ambiance très premier chrétien. Hein. Parce qu'on est très peu, enfin les vétos apicoles, on est très peu. Les gens qui font ça, c'est vraiment pour c'est pas pour changer sa Porsche, hein. L'apiculture, tu gagnes rien. Donc mais c'est fascinant. C'est un exercice intellectuel parce que franchement, pour sémiologie, quand tu te pointes dans un rucher qui a un problème, il faut oublier tout ce que tu sais des quatre pattes, hein, ou même des oiseaux. C'est vraiment très particulier. On passe son temps à se demander mais qu'est-ce qu'elle bricole, c'est vraiment vachement intéressant. Et puis surtout, donc je me suis pris au jeu, donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait, ce qu'il était possible de faire, quels étaient les besoins de la filière apicole. Donc là on est en 2020 et toi en fait tu fais ça parce que ça t'intéresse, mais t'as pas forcément une idée très précise derrière. En 2018 j'avais une idée quand même. Je me dis bon, dès que j'ai le temps je m'inscris au DIE. Mais j'avais l'idée effectivement de pratiquer, parce qu'en fait il y a quand même un problème dans l'apiculture qui est que c'est une filière qui va très très mal puisque les mortalités d'abeilles sont monstrueuses. Hein, on est à 30-35% par an. Il y a 40 ans c'était 3-4-5%. Donc les gens aiment alors curieusement les gens aiment le miel, savent que tous les miels qu'on trouve en magasin sont pas des miels ou sont des miels chinois pourris, plein de levure et autres. Donc il y a un besoin, il y a une demande consommateur, y compris pour acheter au prix du vrai miel, à condition de savoir d'où il vient, un petit peu comme je fais une analogie avec le pinard assez souvent, hein, les amateurs de vin, et quand ils vont chez le caviste, ils veulent être sûrs ils veulent savoir d'où ça vient, ils veulent une histoire et autres. Et il y a un problème puisqu'on est la production de miel nationale s'est écroulée. Ça va pas s'arranger. Il y a des maladies qui sont des maladies importées. Il y a un cortège de maladies vraiment important. Bon, il y a les néonicotinoïdes, il y a la modification des paysages agricoles. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut pas forcément intervenir immédiatement. Enfin, sur la santé et la tox, ça on peut faire. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu de vétos. Donc là, c'est une filière qui s'écroule gentiment année après année pour des questions sanitaires finalement, hein, parce que toxico ou maladie, c'est bien la même chose. Donc une filière animale qui s'écroule, ça veut dire elle s'en sortira pas sans les vétos. Enfin, c'est juste du bon sens. En revanche, le problème de l'apiculture, c'est qu'effectivement, c'est un milieu très hermétique au changement. C'est-à-dire expliquer aux gens que, certes, ils ont appris avec leur papy, qui était sûrement un excellent apiculteur dans les années 50, mais qu'à l'époque, que beaucoup de choses ont changé. Et que il faut croire les vétos quand ils vous disent quelque chose, ce qui est pas très facile. Mais de toute façon, il va falloir y passer. Alors le problème, c'est donc on s'en sortira pas sans les vétos. Et ça, t'en prends conscience lors de cette formation, en amont, t'en avais déjà conscience. Dès 2010, 2015, D'accord. Je voyais bien parce que moi j'avais mes abeilles, je voyais bien ce qui se passait. Ah oui, donc t'as des abeilles, donc t'avais déjà un pied là-dedans. Moi, oui, j'ai d'accord. toujours eu des abeilles. Hein. Ok. Et par contre, j'ai bien vu alors je fréquentais pas ces milieux-là, mais je voyais bien qu'il y avait un problème, je voyais bien que ça ne marcherait pas sans les vétos. Bon, le problème c'est qu'on n'est pas assez nombreux, que c'est pas, sauf dispositif particulier, il y en a un là en France qui est en train de se mettre en place, mais tu gagnes pas ta vie, quoi. Donc tu fais ça si t'as des clients apiculteurs et puis qui ont des vaches en même temps, qui sont embêtés, tu vas les voir. C'est un peu en parallèle, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est forcément en activité secondaire. Il y a
non, il y a aucun vétérinaire qui gagne sa vie à 100% d'apiculture. Il y en a 2 ou 3 qui doivent faire du 50% parce qu'ils sont vraiment reconnus, ils bougent et ils sont super d'ailleurs. Mais c'est un apostolat un peu, hein. C'est un apostolat, donc on n'est pas assez nombreux, on n'est pas légitime. C'est une filière effectivement qui ne nous reconnaît pas encore. Sauf quand on les sauve, parce que du coup, quand tu es appelé par un gars qui est vraiment dans le caca, parce qu'en fait, on peut dire une ruche, ça vaut pas cher, mais enfin, sauf que si tu perds une ruche, tu rachètes un essaim en catastrophe, tu nourris, machin, donc c'est grosso modo un manque à gagner de 250 à 300 euros, une perte de ruche. Donc quand t'as 1000 ruches et que t'as 50% de ruches au tapis, ben, ça fait quand même une somme. Donc t'as quand même un veto qui va venir te voir et te régler le problème pour une visite à 150 euros, ça vaut le coup, quoi. Mais alors, une fois que j'ai dit du mal de la filière de façon mesurée, il y a quand même une nouvelle génération de jeunes apiculteurs qui sont des mecs formés, il y a des agros, parce que l'abeille est à la mode, et puis c'est vrai que l'abeille t'invite à regarder ton environnement d'une façon un peu... allons-y, holistique, hashtag One Health, tout ce que tu veux. C'est vraiment un sujet vraiment intéressant, hein. Et il y a une nouvelle, Dieu merci, une nouvelle génération de mecs qui savent bosser. Des gens qui font de la chair royale bio, des choses comme ça, qui bossent vraiment intelligemment, qui sont prêts, effectivement, à nous solliciter dès lors qu'ils ont un problème et dès lors qu'ils nous connaissent, quoi. Que ce soit très concret pour nos auditeurs. Alors, je vais aller sur ton profil LinkedIn, ça m'a beaucoup amusé parce que tu as écrit que tu étais bourdon en chef et CDO, Chief Drone Officer. Ouais. Mais concrètement, on t'appelle pourquoi et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu mets en place des choses? Alors, j'ai monté une petite boîte qui s'appelle Apis Vitae, qui a un site internet, ruez-vous on mettra dessus, les liens dans les commentaires. Qui est pas une société vétérinaire, mais que j'ai, en forçant un peu, réussi à enregistrer en tant que société vétérinaire. Donc, dans le cadre de cette société-là, je fais des prestations vétérinaires pur jus, c'est-à-dire que j'ai le mandat sanitaire apicole dans différents départements. Alors, je suis à cheval en Île-de-France et en Nouvelle-Aquitaine. Donc, les services de l'État font appel à des vétos diplômés du DIE et qui ont le mandat sanitaire apicole, qui est un mandat sanitaire bien particulier. Dans certains cas, quand il y a des mortalités massives avec intoxication ou ce genre de choses. Alors, pourquoi tu as eu du mal à monter une entreprise vétérinaire? Parce que parce que je fournis des services de praticiens vétérinaires, c'est ce que je te dis, puis je fournis d'autres services. Je fais donc des services de, on va dire, de zootechnie, hein, de conseil élevage, parce que c'est vachement imbriqué, en fait, le sanitaire. Je vais pas détailler, mais en médecine vétérinaire apicole, on a un éventail thérapeutique limité, puisqu'en fait, on a le droit de traiter qu'uniquement contre le varroa. Les antibiotiques, tout ça, on n'a pas le droit, et c'est tant mieux. Donc, quand on a un éventail thérapeutique limité, il faut être malin. Donc, il faut détecter, trouver des moyens biotechniques, c'est-à-dire donc la zootechnie, elle est vraiment imbriquée avec le sanitaire au sens médicament. Je fais des audits de miellerie aussi, parce que dans le sanitaire, il y a le miel est un aliment, hein, donc le chêne d'extraction. T'as même des mecs qui bossent en bio, qui font du miel bio, par contre, qui ont des chaînes d'extraction vraiment répugnantes, quoi. Enfin, limite, le stagiaire qui a le panari, le pansement tombe dedans. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est... Oui, c'est la problématique du bio, même dans d'autres secteurs. Plus, il y a des tas de trucs à faire, genre la miellerie, c'est un poste important chez les apiculteurs. Les gros apiculteurs, ils ont tous leur miellerie. Mais il y a une logique pour avoir des mielleries coopératives, parce que c'est un peu comme les moissonneuses-batteuses. Tu peux t'acheter ta moissonneuse-batteuse, mais c'est mieux de la partager. Donc il y a des tas de trucs à faire pour faire que... Moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que les apiculteurs qui m'appellent ou que je sollicite ou que je vais harceler gagnent mieux leur vie. Donc je fais du conseil alors, c'est pas en gestion, mais du conseil en zootechnie sur tout ce qui est sanitaire. Et puis, je fais des interventions vétérinaires pur jus. Mais donc, pour faire ça, c'est une société, c'est un AF, service à l'élevage. Donc, je suis inscrit à l'ordre. J'ai dû la faire inscrire à l'ordre aussi. C'était un peu compliqué parce que si t'es pas une société d'exercice vétérinaire, c'est compliqué. Mais bon, c'est fait. Et voilà, ça s'appelle Apis Vitae. Et donc, je suis appelé donc soit par les services de l'État, soit par des apiculteurs qui me connaissent et qui sont en demande. Et puis, je harcèle aussi pas mal. Je fais pas mal
proactif, parce que c'est l'intérêt parce qu'on n'est pas connu, il y a pas de culture. Faut comprendre la situation. Les vétos, on est sorti de la picole dans les années 60-70 parce que un, il y avait pas de problème, et deux, on avait autre chose à faire. Donc maintenant, la filière est dans un tel état de délabrement qu'il faut qu'on la réinvestisse, mais sauf que on n'est pas nombreux. Comment tu gagnes ta vie en apicole, et c'est un petit peu compliqué. Donc voilà ce à quoi je m'emploie. Et bon, faut un peu forcer le passage. Alors ça revient sur, ça met plutôt en marche mes capacités de râleur et de. Donc toi, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école, d'aller faire du rentre-dedans à des mais bon, voilà, faut être un peu créatif, faut dire, écoute, je te fais un audit. Mais l'audit, finalement, ça rejoint un peu ton passé aussi, parce que je sais que tu m'as écrit que j'essaie désormais d'apporter à la profession ce que j'ai appris dans un autre univers. Et donc, concrètement, ça se traduit par quoi? Exactement. D'une part, par du marketing, aller voir des gens qui ont un besoin que tu as identifié en leur disant, moi, j'ai une solution. C'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend à l'école vétérinaire. Et puis, effectivement, typiquement les audits de miellerie. Donc, c'est une structure d'intervention. Bon, j'ai fait des audits techniques entreprise N fois. Donc, ça, effectivement, ça m'aide, ça m'aide. Mais donc, c'est une démarche plus cabinet de conseil dans un secteur qui est le sanitaire apicole, donc qui est quand même un domaine vétérinaire. Tout ce que tu as appris par le passé se rejoint finalement là-dedans. Ouais, j'espère. Puis, voilà. Et tout à l'heure, tu as dit que c'était absolument fascinant, les abeilles. Qu'est-ce qui est fascinant? Qu'est-ce qui te fascine là-dedans? Alors, déjà, il faut... t'as déjà ouvert une ruche un jour de soleil sans vent, avec les abeilles sympas et tout? Oui, j'ai fait un stage à La Réunion en DDPP et j'ai eu la chance de voir ça une fois. Ouais. Et ça, le jour où tu ouvres une ruche, c'est... Alors, on dira un mot je me suis impliqué dans le GTV Île-de-France, qui est le plus petit GTV de la Terre, puisque donc on forme pas mal de vétos à l'apiculture. Moi je me suis rendu compte qu'il y a plein de, je vais répondre à ta question quand même, il y a pas mal de confrères franciliens, donc Canin, NAC et tout, qui sont lorsqu'on le dit, on vous fait des formations apicoles, on vous les subventionne et tout machin, ils répondent présents. Donc l'année dernière, on en a formé une grosse vingtaine. Il y a un parcours de 3 étapes, 2 journées de formation au rucher, puis un webinaire machin. Et en fait, ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs parce que l'abeille interroge. Bon, l'abeille, effectivement, tu sens inconsciemment que ça t'oblige à regarder ton environnement d'une autre façon. L'abeille est populaire parce que, à tort ou à raison, c'est vu comme un marqueur d'environnement. Si les abeilles meurent, c'est qu'on a un problème, et si les abeilles vont bien, voilà. Les gens aiment bien le miel. Le miel a une aura de produit magique qui est pas totalement usurpée d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de en Île-de-France, il y a une caractéristique, c'est qu'il y a énormément d'apiculteurs amateurs. Les 3 ruches au fond du jardin, c'est la règle. C'est 60% lorsqu'on détient une ruche, on doit la déclarer en ligne en fin d'année et autres. Donc 60% des détenteurs de ruches en Île-de-France sont moins de 3 ruches. Donc c'est des gens qui ont une ruche, 2 ruches au fond du jardin. Et donc c'est des gens qui ont des chiens, des chats. Donc plein de confrères qui, en sortie d'une consultation chien-chat, à propos docteur, j'ai une ruche, il se passe ci, il se passe ça. Et ils me disent, oui, mais on n'y connaît rien. On a eu 5 heures de cours à l'école. Je sais pas rédiger une ordonnance d'antivarroa. Donc ils viennent se former parce que ils aimeraient répondre à la demande de leurs clients. L'abeille les intéresse. Et pour certains, ils se disent, moi, ça m'intéresse de temps en temps de sortir de mon cabinet, aller faire une visite de ruche pas trop loin de chez moi, chez des clients, parce que c'est super. Donc ça, je reviens à ta question, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est fascinant dans l'abeille? Faut déjà ouvrir une ruche un jour où ça se passe bien pour comprendre ça vaut une séance de zen. Moi, je fais pas de méditation, mais j'imagine que ça doit donner ça. Après, d'un point de vue scientifique, c'est quand même cogné l'abeille. C'est vraiment un truc, c'est une histoire c'est invraisemblable, cette petite bestiole. C'est une petite bestiole avec une anatomie, une physiologie assez frustre, finalement, et qui pose des problèmes, alors, en génétique, en neurosciences ou même en immunologie, qu'on comprend pas. Neurosciences, c'est un petit cerveau sommaire, ça
Ça a très peu de neurones par rapport à nous et autres. Et ça a des capacités cognitives étonnantes. Une abeille compte jusqu'à 5, elle a une notion du zéro, elle sait conceptualiser au-dessus, en dessous. Il y a un scientifique, un mec super qui s'appelle Martin Jurfa, qui est prof à Toulouse, qui bosse pour le CNRS, qui est le spécialiste du cognitif chez les abeilles, mais en fait, il travaille dans un département où il bosse sur les maladies neurodégénératives, mais c'est un modèle vraiment intéressant. En génétique, l'abeille, alors, en sélection d'abeilles, il faut oublier tout ce qu'on sait sur les 4 pattes, pour des tas de raisons, parce que la reine d'abeille, elle est polyandrique, tu sais, elle va se faire féconder une fois par une quinzaine de mâles, le mâle est haploïde. Donc, enfin, tu fais remonter des cours dans ma tête là. Donc quand tu dis, ok, donc tu maîtrises pas la sélection de l'abeille, puisque du coup, tu peux avoir une souche vachement bien et tout, sauf que les abeilles au bout d'un moment, elles vont refaire une reine vierge qui va aller se faire féconder par les mâles du coin. Donc tu maîtrises rien. Donc voilà. Et puis en génétique, quand même, l'abeille c'est le modèle des recherches en épigénétique. Je sais pas si ça te parle. Oui, tout à fait. Tu peux peut-être juste redonner la définition. Alors l'épigénétique, on sait tous qu'on est codé par notre ADN, ça nous exprime des caractères. Par contre, ça code aussi des caractères qui s'expriment pas et qui s'exprimeront peut-être jamais, ou qui peuvent s'exprimer s'il y a des paramètres d'environnement qui s'y prêtent. Donc on va sortir un paramètre que notre jumeau qui vit une autre vie à l'autre bout du monde sortira pas, et certains de ces caractères exprimés sous l'influence de l'environnement seront transmissibles à la descendance. Chez les abeilles, elles sont vraiment fortiches là-dessus. Le meilleur exemple, c'est la reine. Hein. La reine, c'est une ouvrière qui a réussi, puisque je rappelle qu'un œuf de reine, c'est un œuf d'ouvrière. Simplement, la larve a été nourrie différemment, et donc du coup, au lieu d'être une obscure ouvrière stérile, on est une plantureuse reine pondeuse, donc c'est intéressant. Et puis, je savais pas que c'était le modèle par excellence de l'épigénétique, ce qui est vraiment intéressant. Logique. Et bon, je développe pas, mais même dans la sélection, quand on fait un peu de sélection d'abeilles, qu'on travaille sur les haplotypes, c'est vraiment intéressant. Et puis dernière chose, alors là c'est de l'actualité criante, on est en février 2023. Hein. On savait qu'il y avait une immunité qui se développait chez les insectes et chez les abeilles, c'est-à-dire sur les colonies d'abeilles, quand une maladie infectieuse passe et que ça décime pas la colonie, et que la même maladie repasse quelque temps plus tard, on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait une meilleure résistance de la colonie, qu'il faut considérer comme un super-organisme en fait. Mais on ne s'est pas vraiment penché sur la question jusqu'à cette année. En janvier, il y a une publication. Il y a un labo américain qui fait de la recherche, qui a testé un vaccin. C'est une maladie qui s'appelle la loque américaine, qui est un bacille, 1 gramme plus de base. Donc ils ont essayé d'immuniser. C'est une maladie qui décime assez, surtout les Américains. Ils ont essayé d'immuniser la reine. Alors la reine, faut savoir qu'elle se nourrit pas toute seule, elle passe sa journée à pondre et que c'est des accompagnatrices qui viennent la nourrir. Donc ils ont filé le vaccin dans des sirops consommés par les accompagnatrices qui vont faire de la gelée royale et nourrir la reine. Donc ils arrivent à immuniser la reine par la péros en fait, et ils ont regardé ce qui se passait au niveau de la descendance, et en fait il y a une immunité transmise à la descendance, donc par les œufs et donc les larves, qui du coup ont une certaine immunité, une certaine résistance à l'infection à Pénibacillus larvae. Sauf qu'on ne sait pas comment ça marche. Parce qu'en fait, c'est une immunité qui ressemble à l'immunité humorale chez nous, sauf que les abeilles, elles n'ont pas de lymphocytes. Donc, comment ça marche? Et puis, comment passe l'immunité transmise de la reine à la dépendance dans l'œuf? Est-ce que c'est les antigènes et les larves s'immunisent, ou est-ce que c'est des anticorps? On ne sait pas. Il y a encore un grand champ d'exploration scientifique. C'est génial, parce que tu vois, tu constates des trucs, et puis c'est... Enfin, le jour où on va comprendre, ça va avoir un retentissement immédiat. Tu vois, par exemple, transmission à la descendance, ils ont remarqué qu'il y a dans l'œuf, il y a une macroprotéine qui s'appelle la vitellogénine, peu importe, qui est vachement importante pour les œufs, qui visiblement doit capter des petits éléments, des fragments. Alors, ils savent pas si c'est la paroi de la bactérie ou autre. Il y a une théorie sur transmission par ARN messager et tout, mais tu vois que c'est un truc, une espèce de petite bestiole qui a l'air de rien, qui a quand même des capacités étonnantes. Typiquement, à quoi ça sert de savoir compter jusqu'à 5 alors que
une bestiole qui a une durée de vie de 6 semaines. D'un point de vue évolutif, c'est nul, ça sert à rien. Sauf que ça existe. C'est fascinant. Et donc, en fait, nous les vétos, les passionnés, on est tous là-dessus. On s'efforce de bosser avec des apiculteurs, de leur faire entendre des choses, d'essayer de les sortir un peu de la mouise, et en même temps on est cramponné aux publications de recherche, parce qu'il y en a en permanence, que c'est vraiment D'accord. Alors c'est très prolixe quoi là-dessus. Ça produit à mort, et c'est vachement intéressant. Et alors l'abeille, à tort ou à raison, est étiquetée animal de production, donc alors c'est le seul animal d'élevage qui peut se barrer dans la forêt s'il trouve que les conditions lui conviennent pas. C'est vrai ça. Oui. Donc rien que pour ça, elle mérite notre respect. Donc les compétences formation des vétos apicoles, c'est géré côté SNGTV, et pas VAC. Oui. D'accord. Oui, j'allais te poser la question parce que j'ai entendu que tu as dit ça tout à l'heure. Oui. Et donc il y a une commission apicole SNGTV où on a nos gourous qui sont c'est vraiment alors eux ils sont chauds complètement sur tous les sujets de recherche. Ils nous concoctent une revue de presse mensuelle de recherche qui est vachement diffusée, qui font en version anglaise, qui est diffusée maintenant assez largement au-delà de la France. Qui est accessible à n'importe quel veto, ou il faut être adhérent? Pas trop. Non, alors il faut pas forcément être adhérent, mais il faut. Non, elle est publique, mais chez les vétos, on ne sait pas communiquer, je te rappelle. Donc, moi, je la diffuse au réseau d'Apifil d'Île-de-France, parce que donc moi, je m'occupe des abeilles au sein du GTV Île-de-France, où le but, là, pour le coup, vu qu'on a plein d'amateurs partout, c'est de former des vétos canins qui feront toujours ça en activité secondaire, mais qui aient cette corde à leur arc et tout. Donc, on a un réseau d'apiphiles. Maintenant, il y a une quarantaine de vétos, 20 qui ont été formés, puis 20 qui attendent de l'être, à qui je diffuse la lettre. Et c'est assez, franchement, c'est un truc vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des auditeurs, des consoeurs ou des confrères qui sont intéressés par cette lettre? Est-ce qu'il y a un moyen de te contacter pour en bénéficier? Ouais. Alors, un mail, c'est info au singulier @abeille au pluriel.vet. Ouais, on le remettra dans les commentaires. Voilà. Bon, là, donc, je centralise tout ce qui se fait. Bon, okay. J'ai édité une affiche culte à afficher fièrement dans son cabinet pour expliquer que les vétos s'occupent aussi des abeilles, rappeler qu'il y a des règlements, il y a un livret du débutant qui est sur le site du ministère de l'Agriculture, donc il y a le lien dessus, il y a le flashcode et autres, donc pour toute information au niveau, pas que au niveau de l'Île-de-France, mais au niveau national sur comment je peux me former aux abeilles, donc info@abeille.vet. D'accord, super, on remettra tout ça. C'est fascinant, hein, vraiment fascinant. J'ai bien compris, on voit tes yeux qui brillent quand tu parles de ça. Là, on a parlé du côté fascinant. Est-ce que tu peux aussi nous parler rapidement des grandes menaces qui pèsent sur les abeilles aujourd'hui? Les menaces, elles sont là, puisque effectivement, c'est 30 à 35% de mortalité annuelle, alors que, encore une fois, il y a 40 ans, les anciens, on mesurait pas, mais les anciens nous disaient 1, 2 ou 3 ou 4%. Derrière les mortalités d'abeilles avec des apiculteurs quand même qui n'arrivent pas à gagner leur vie, parce que quand t'as la moitié de ton cheptel au tapis en début de saison, si tu veux sauver ta saison, tu dois racheter en catastrophe des essaims, donc tu rachètes des reines à l'autre bout du monde, des paquets d'abeilles, donc tu t'apportes des maladies, des caractères génétiques qui sont pas adaptés, donc t'es sûr que ça va crever en plus derrière. Donc on était autosuffisant en production de miel dans les années où on consomme 40 à 45 000 tonnes de miel par an en France. On en produit selon les années 10 000, 15 000, 20 000, alors qu'on était autosuffisant il y a 40 ans. Donc les gens ne gagnent plus leur vie. En plus, c'est un côté désespérant. T'imagines, t'es éleveur de quoi que ce soit, de chiens, de chats, de lamas et tout. T'as 30% de ton cheptel au tapis tous les ans. T'imagines?
Soit tu te pends, tu changes de métier, tu fais quelque chose, parce qu'ils sont quand même attachés à leur bestiole. Il y a un niveau de sélection, ils gardent les meilleurs. Il y a un petit travail qui est fait dessus. Et puis surtout, c'est un côté désespérant. Donc enfin, grosso modo, ça peut pas durer. Donc il y a un problème. Donc l'apiculture ne s'en sortira pas. Puis ça s'arrange pas. Hein. Je comprends mieux quand je te présentais au début ce côté où tu aimes toute initiative d'utilité sociale. Je comprends mieux cette dimension vu ce que tu expliques là. Oui, parce que on parle des abeilles, de l'effondrement des colonies d'abeilles parce qu'on les mesure, parce qu'il y a des gens qui en vivent et donc qui ont N ruches et qui, en début de saison, là maintenant, commencent à les ouvrir et comptent qu'il y a tant de morts. Donc on a des chiffres, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière les mortalités d'abeilles, c'est la mortalité des insectes pollinisateurs. Donc il y a une étude allemande qui fait autorité. On est sur les 30 dernières années, on est à un effondrement des insectes pollinisateurs en biomasse, c'est-à-dire tout confondu, de 67%. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus c'est le syndrome il y a un journaliste qui appelle ça le syndrome du pare-brise propre, c'est-à-dire qu'avant notre temps on traversait la France en 2 chevaux à 90 et on s'arrêtait tous les 200 km pour nettoyer le pare-brise. Maintenant tu peux le faire. On a un problème d'insectes pollinisateurs. Oui, l'image est parlante. On a un effondrement donc des populations d'insectes pollinisateurs, ce qui est une connerie pour la culture. On a des cultures qui sont héliophiles. Enfin, les céréales n'ont pas besoin des pollinisateurs, c'est le vent qui disperse le pollen, mais tout ce qui est colza, pommes, poires, maraîchage et tout, s'il n'y a pas les pollinisateurs, on bouffera du blé. Hein. Donc c'est une connerie, Les oiseaux insectivores, maintenant pour aller voir des alouettes des champs, ou des perdrix grises, faut se lever tôt. Hein. C'est des insectivores stricts, donc ils ont moins à bouffer, donc on les voit plus. Franchement, on a un problème d'environnement comaque et tout le monde est d'accord sur le constat. Et dès lors qu'on parle des causes, là tout le monde sort le bazooka parce que les agriculteurs conventionnels font du déni. Pour un apiculteur, il a une mortalité, c'est forcément la faute de l'agriculteur qui a passé un produit. C'est parfois le cas, mais pas toujours. On est sur des sujets très touchy, il y a qu'à voir comment ça s'écharpe dans la presse sur les néonicotinoïdes, etc. Ouais. Les agriculteurs disent, alors quand on ose dire que l'épandage d'insecticides sur des cultures en fleurs butinées par les abeilles, peut faire des choses sur les abeilles. Alors on est accusé soit au choix d'agribashing, nous on doit nourrir la France, ça n'a rien à voir. Enfin, ok, nourrissez la France, mais c'est pas la peine de. Et puis ou alors c'est la cause c'est les maladies dans le varroa. Le jour où les apiculteurs sont nuls, je cite les agriculteurs là, les apiculteurs sont nuls, ils savent pas traiter. Ils n'ont pas totalement tort, et donc c'est un problème de varroa. Régler le problème sanitaire en apiculture, et ensuite on regardera si effectivement nos pratiques ont un impact. Donc, puis des études qui sont assez contradictoires aussi, qui sont sorties là-dessus, non ? C'est unanime. Enfin, on sait. Après la question, comme tu as un effondrement de colonies, c'est toujours multifactoriel. C'est la faute à qui ? Donc, comme c'est la faute à tout le monde, c'est pas la mienne. Mais tant qu'on n'arrivera pas, et alors que tout le monde est d'accord sur le constat et le danger qu'on a à laisser les choses se faire comme ça, y compris les agriculteurs, parce qu'encore une fois, les rendements agricoles sont dépendants des pollinisateurs ailés, et donc les décimer, c'est pas franchement, ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. Hein. Mais bon, faut comprendre que les gens sont coincés dans un système qui est ce qu'il est. Oui, c'est compliqué. Mais tant qu'on n'arrivera pas à mettre tout le monde autour de la table sur le constat, on pourra pas avancer sur des solutions. Donc pour l'instant, on en est là. Les seuls, l'État, on dit pas du mal, donc j'ai rien à dire, mais il n'y a pas de gouvernance sanitaire et le monde apicole est très divisé. Faut que je pèse mes mots là encore. C'est le village d'Astérix. Il y a 60 000 déclarants de ruches en France, dont, selon la façon dont on compte, 2500 ou 4000 pros. C'est-à-dire des gens qui ont plus de 150 ruches, en fait, dont c'est le revenu. Donc, t'as 3000 professionnels, t'as quand même 7 syndicats apicoles. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, ils arrivent divisés dans les réunions d'arbitrage au ministère, alors qu'en face, ils ont
un syndicat agricole qu'on ne nommera pas, mais qui est très organisé, ils se font laminer, quoi. Donc c'est parler d'une seule voix. Mettez-vous dans une interprofession, si vous voulez des aides européennes, ce genre de choses. Là, ils en ont créé une il y a 3 ans en disant sinon il n'y a pas de subvention. Là, ils viennent tous de se battre. Les 3 syndicats principaux sont partis. Enfin bon, bref. Un contexte compliqué, quoi. Bah oui, mais c'est cloche-merde, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et les seuls qui peuvent dire, nous, le constat qu'on peut faire sur les mortalités d'abeilles, c'est que il y a cette cause-là, cette cause-là, cette cause-là, cette cause-là. On n'est pas en train de dire que c'est la faute à machin et autres, mais faire le constat objectif, il y a que les vétos qui peuvent le faire. Moi, je suis convaincu de ça, parce qu'on est en situation de le faire. En plus, on peut pas être accusé d'agribashing, puisque les ruraux, les agriculteurs sont leurs clients, donc. Et puis il y a une forme de neutralité, de liberté intellectuelle aussi. Oui, puis on a une certaine aura. Franchement, on nous écoute. Ça veut pas dire qu'on nous appelle quand il s'agit de payer, mais c'est comme ça. Mais on n'est pas très nombreux. Et puis il y a une vraie compétence, c'est ça que tu dis. Ouais. Bien sûr. Non, puis on a un point de vue qui est le bon, puisqu'effectivement on est des passeurs entre la recherche et donc on lit les études, on sait ce qui se passe et on sait ce qui est factuel et avéré. On voit la réalité du terrain puisque on y est et on voit ce qui se passe et en plus on n'est pas agribasheurs. Enfin, les agriculteurs, on comprend très bien qu'ils ont des agriculteurs conventionnels avec des traites, un conseil de la coopérative qui te conseille mal, t'es coincé, t'es dans une espèce de piège. On te dit conversion en bio, mais non, mais je peux pas me permettre d'avoir des baisses de revenus sur les 3 années qui viennent et tout. Donc faut comprendre. Mais c'est pas en se rebalançant la pierre dans le jardin, chacun son tour, qu'on aura des solutions. Et la situation, elle est pas bonne, parce que si les petites bestioles ailées ont des problèmes, on pense aussi qu'il y a une recherche récente là qui a été faite. On pense que la durée de vie moyenne des abeilles a été divisée par 2 en 30 ans. C'est vachement important. Hein. C'est un sujet. Donc, tu vois, des facteurs d'environnement sublétaux, probablement de l'épigénétique, machin, mais donc on est en train de pourrir notre environnement, et si les abeilles vont pas bien, alors attention à l'analogie foireuse, mais si les abeilles vont pas bien pour des raisons d'environnement, parce que l'environnement est pas si sain que ça veut dire qu'on peut aussi se poser la question des effets sur nous. Donc c'est l'abeille... One Health, encore une fois. Ouais. Enfin, c'est juste un indicateur de qualité de l'environnement sur lequel on devrait... Mais bon, c'est compliqué, il faudrait remuer tout ça. Et encore une fois, c'est dommage que les vétos soient pas plus au front. Mais d'une part, on n'est pas très nombreux, et d'autre part, on ne sait pas communiquer, quoi. Mais merci les médias qui s'intéressent à nos problèmes, parce que c'est un vrai sujet, hein. Et alors du coup, j'ai une autre question qui découle de tout ce que tu viens d'expliquer sur les menaces. Tout à l'heure, tu as dit tout le monde sait à peu près quelles sont les bonnes pratiques en termes d'achat et de consommation. Non, je pense que tout le monde le sait pas. Moi, franchement, je suis pas très au fait de ça. Alors, j'achète mon miel à mon voisin, donc je sais que potentiellement il y a pas trop de problèmes. On peut pas faire plus court en termes de circuit. Mais est-ce que tu peux redonner les bonnes et les mauvaises pratiques quand on veut acheter du miel? Alors. Ouais, le miel, le marché du miel, il marche sans la tête, parce que les miels de mélange sont autorisés et que le libre-échange international fait que on passe les frontières avec du miel ou du prétendu miel. Ça, c'est le premier cas. Donc déjà, premier conseil, achète un miel qui est pas un miel de mélange, déjà. D'accord. Deuxième conseil, achète un miel récolté par Monsieur Trucmuche, même si c'est pas vrai. Enfin, c'est quand même voilà. Je reviens. Donc, miel de mélange et miel chinois, puisqu'on va le dire comme ça. Donc, en France, on a aussi un problème qui est que... Enfin, un problème, j'en sais rien.
je vais encore pas me faire de nouveaux amis. Pour diffuser un produit alimentaire, il faut passer par la grande distribution. C'est 80 ou 85% de ce qu'on mange et passe par la grande distribution. Donc aucun apiculteur voire coopérative d'apiculteurs aussi grosse soit-elle, n'est en mesure d'intéresser une centrale d'achat de Leclerc, Casino et autres. Donc c'est un marché de grossistes. Donc il y a aujourd'hui des grossistes qui achètent aux apiculteurs et qui achètent à l'étranger, qui conditionnent le miel. La réglementation permet de vendre des miels de mélange. Donc ils mélangent du miel français avec du miel pas cher. C'est autorisé, voilà. Et ils conditionnent ça pour la grande distribution. Puis ça entretient un problème de marge finalement, et puis de rémunération du producteur à l'origine aussi. En fait, alors oui, effectivement, ça a des impacts, mais le fond du problème, c'est ça, c'est qu'en fait, quand tu achètes du miel, c'est la plupart du temps du miel de mélange, que les proportions doivent être indiquées depuis 1 an, mais c'est pas encore totalement passé dans les règles. Donc c'est l'histoire du pâté d'alouette, hein, tu peux avoir un miel. Alors l'ancienne dénomination, c'était, il fallait écrire, on la trouve encore, c'était mélange de miel issu de pays de l'Union européenne et de pays hors UE. Bon, qui achèterait une bouteille de vin avec marqué dessus mélange de vin issu de pays de la communauté? Enfin, franchement, ça a aucun sens. Et donc, en fait, c'était le pâté d'alouette. Tu pouvais avoir 95% de miel, entre guillemets, chinois et 5% de miel français. Et le miel chinois, il y a une fraude connue, avérée, détectable, mais qu'on ne peut pas contre laquelle on peut rien faire, qui fait que tu fais du sirop de saccharose issu d'amidon averti. D'accord. Tu mets un peu de pollen dedans, tu mets de l'eau pour faire du volume et que ça soit moins cher, et puis jusqu'à la limite, et tu vends ça en miel. Gros mensonge sur le produit. Quoi. Il y a donc c'est connu. Alors, je suis pas en train de dire que la grande distribution c'est des méchants, des voleurs et autres, mais en fait, à la grande et puis je vais revenir sur ta demande, c'est quoi les bons conseils. Si tu vas dans un rayon de grande distribution dans lequel tu as des miels, tu vas voir que tu as 2 catégories de miel. On a, tu sais, sur les étiquettes, on a le prix au kilo. Tu vas voir que tu as des miels à 2, 3, 4 euros le kilo, généralement dans des blisters en plastique, ce genre de choses. Et puis puis après t'as des miels à 12, 13, 14, un peu plus euros le kilo. Entre les deux, t'as rien. Bon, à ma gauche, t'as des miels fraudés, enfin, t'as du sirop de saccharose chinois, et à ma droite, t'as des vrais miels. Enfin, à ma droite, tu peux espérer avoir des vrais miels. Donc, si on en revient au conseil, et ce qui est dommage, c'est que les gens aiment le miel. Le miel, t'en consommes pas non plus 5 kilos par jour, donc tu peux te payer un pot de miel de 250 grammes à 6 euros. Si c'est du bon miel. En plus, il y a des terroirs, il y a des millésimes. Enfin, avec le miel, t'as jamais fini. Hein, c'est vraiment comme le vin. Moi, je fais l'analogie. Donc, le conseil, c'est quand t'achètes du miel, pour être sûr que c'est du miel, de préférence l'acheter chez un apiculteur. Si tu peux pas l'acheter chez un apiculteur, l'acheter en magasin, mais essayer d'avoir un miel qui est pas un miel de mélange. Alors maintenant, la grande distribution essaie quand même de respecter la réglementation. Donc maintenant, tu dois mettre les provenances pays avec le pourcentage. D'accord. Bon. Donc tu lis l'étiquette. Si tu vois déjà un peu d'Espagne, de l'Ukraine. Alors en plus, tu as des pays qui sont des plateformes des faunés de miel chinois. D'accord. Les Espagnols, les Belges, les Ukrainiens. C'est du miel d'Espagne, de Belgique ou d'Ukraine. Certains sont des miels chinois. D'accord, Donc éviter le miel de mélange, avoir un miel avec l'origine dessus, en espérant que ça soit le cas, et puis éviter les miels à 3-4 euros le kilo dans un blister, quoi. D'accord. Et puis voilà, mais c'est dommage, hein. Alors je détaille pas, mais la réglementation est laxiste. Pourquoi? Parce que y a pas de problème sanitaire avec le miel. Même un miel chinois, enfin issu d'amidon inverti, bourré de levure, tu risques rien, tu vas pas être malade, quoi. Donc c'est. Il n'y a pas une toxine, c'est pour ça qu'on évite chez les très jeunes enfants. Alors il y a eu des cas de botulisme reconnus effectivement, ce qui d'ailleurs laisse rêveur parce que ça veut dire que l'apiculteur il laissait traîner ses cadres par terre dans la terre et tout. Enfin bon, burp, bon appétit.
Il y a eu des cas effectivement de botulisme, donc c'est déconseillé aux enfants de moins d'1 an. D'accord, je savais pas que c'était pour les botulismes. Il y a eu très anecdotique, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a eu des cas. Et le miel, c'est un des rares aliments qui pourrit pas en fait, qui moisit pas. Donc un miel un peu trop. Théoriquement, il y a un taux d'humidité légal qui est 18%. Si le miel est un peu humide, a été mal récolté ou été récolté trop tôt, un peu façon du miel chinois. Les Chinois, ils récoltent même avant que ce soit operculé. Hein. À ce moment-là, ton miel, il va pas durer longtemps. Il y a des levures dedans, donc il va un peu tourner, donc il va être un peu grelet. Puis il y aura 2 phases. Il y aura une phase liquide, une phase et autre. Voilà, mais ça reste pas très dangereux, quoi. Non, de toute façon, c'est pas dangereux. Et puis voilà. Et puis, mais bon, ça vaut le coup d'acheter du vrai miel et puis de faire des dégustations parce que c'est bon. Puis les gens, encore une fois, les gens aiment bien le miel. Oui, effectivement. Voilà. Écoute, j'ai encore une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais aux vétérinaires qui nous écoutent et qui sont intéressés par cette dimension apicole? Voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Alors, de se mettre en rapport avec, en fonction de leur région, avec leur GTV. Donc, dans tous les GTV de France et de Navarre, il y a un responsable de la section apicole, un RSAPI comme on dit, qui organise des formations ou pas, ou qui en tout cas qui peut les renvoyer sur une formation qui est organisée dans la région d'à côté. On fait, nous en Île-de-France, on le fait de façon énergique parce qu'il y a vraiment un besoin et puis on a la chance en Île-de-France, donc on est un petit GTV puisque je te rappelle les GTV c'est des associations non lucratives qui tournent par la cotisation des vétérinaires ruraux. Dans l'Île-de-France, il n'y a pas de ruraux, donc je te raconte pas. Donc on fait nos AG dans une cabine téléphonique. On n'est pas nombreux, mais on est motivés. Et donc on organise des formations. On a une chance, c'est qu'on a donc la tutelle, c'est la DRAF. Hein. On a une DRAF Île-de-France qui est super dynamique avec des gens super compréhensifs et qui ont vraiment compris qu'il y a intérêt à organiser des réseaux vétérinaires par filière. En Île-de-France, on est en pleine grippe aviaire en ce moment, donc là on voit bien que l'activation des réseaux vétérinaires, heureusement qu'il y a ça, hein, parce que les PV courent partout, mais heureusement qu'il y a les vétos. Et pour finir là-dessus, le sanitaire apicole, c'est nécessairement du collectif parce que en fait, les abeilles se baladent d'un rucher à l'autre. Alors théoriquement, elles reviennent à la ruche, mais par contre, les mâles sont présents qu'une partie de la saison. Mais eux, ils se baladent, ils ont le droit d'entrer partout, ils se baladent de rucher en rucher. Donc, c'est vraiment un problème collectif. C'est d'ailleurs un problème qu'on a nous chez les vétos. Hein. Si dans une zone on a un problème et que 1 ou 2 apiculteurs du coin jouent pas le jeu. Alors qu'il y a un plan sanitaire collectif, c'est l'histoire si t'as des cafards dans un immeuble et que tout le monde joue le jeu sauf un, on repart à la case départ, quoi. Donc on a une DRAF qui a bien compris qu'il y a une nécessité à avoir des réseaux sanitaires vétos. Donc on forme pas mal en abeilles et on ferme aussi, on a un plan là de formation énergique, je fais la pub là au passage, hein, sur toutes les autres filières, sur les volailles, donc volailles de compagnie. Et moutons, puisqu'on s'inscrit dans une démarche, on essaie de renforcer ce qu'on appelle le maillage vétérinaire rural, car en Île-de-France, il y a aussi un besoin, il y a vraiment un besoin et pas de veto. Donc voilà, donc on est un petit GTV, mais on est petit mais courageux. Voilà, donc se mettre en rapport avec son GTV, le responsable de la section apicole, en disant écoute, moi ça m'intéresse soit pour ma culture, soit pour pouvoir répondre à mes clients, soit en activité secondaire, et puis voilà quoi. Il y a la place pour tout le monde et venez nombreux parce que franchement sauver l'apiculture, j'en sais rien, mais en tout cas la filière s'en sortira pas sans les vétos, c'est impossible. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire qu'on peut soigner le Covid sans les médecins, gérer les incendies de forêt sans les pompiers, mais c'est de l'obscurantisme et avoir une filière qui est écroulée pour des problèmes sanitaires et espérer s'en sortir sans les vétos, c'est même pas la peine quoi. Ok, je crois que le message est passé. Alors de mon côté, j'ai plus de questions. Est-ce que y a quelque chose qui aurait été oublié? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Que dire? Si, peut-être ce que je t'ai dit dans une autre vie, j'aurais bien été biologiste marin. Ah parce oui, que les vrai. coraux, alors Tu m'as les écrit coraux, ça. c'est des écosystèmes vachement intéressants aussi. Là aussi, c'est comme les abeilles. Hein. Si t'aimes un peu la recherche et la pratique, il y a des tas de trucs à faire. Mais Il t'aurait fallu plusieurs vies pour explorer tout ça. J'y compte bien, c'est prévu. Bon, impeccable. Écoute, je te remercie. Tu m'as ouvert plein de perspectives pour quand je reviendrai à la profession et pourquoi pas faire ce DIE d'apiculture. Donc, merci infiniment pour cet entretien. Merci à toi, Marine. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.